Ce n'est pas l'homme mystère qui vous parle. Ce n'est pas la voix non plus. Nous sommes en live sur YouTube. Twitch a apparemment décidé de faire chier ce soir et bon. Va te faire foutre. Voilà. Exactement, un peu comme pour Zobert. Allez bien vous faire foutre. Voilà, on va se faire striker sur YouTube grâce aux gros mots. Ça va être génial. Pour cet épisode 60 de Culture Club Sandwich, l'hebdo. Ah ouais, comme le Super Bowl. Incroyable. C'était fait exprès. Coïncidence ? Oui. Et il y aura Bad Bunny en live dans l'émission pour cette 60e. Ouais, je pourrais décider un lapin assez mal et ce sera Bad Bunny. Je crois que c'est la seule chose qui... Je peux essayer de demander... faire le buisson si vous voulez. S'il y avait des buissons. Tu fais quoi ? Le buisson. Le buisson. Ah ouais. C'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce que je sais faire. Sur son CV. Capacité. C'est très bien faire le buisson. Mais tout le monde n'est pas capable de faire un bon buisson. Non. Ça, c'est vrai. C'est bien, ouais. Je sais pas par où on va, mais oui. Patrick Buisson, mais c'est tout ce que je peux faire. Patrick Buisson. Ouais, et puis Marc Dubuisson aussi. Je préfère Marie Laforêt, plus imposante. Ça fait beaucoup de buissons. Combien de buissons pour une forêt ? Vous avez 4 heures. Bon, en tout cas avec moi il y a Elodie et il y a Olivier. Bonsoir. Salut. Et on va vous parler de séries télé, de films, de musique, de BD, de jeux vidéo, parce que voilà, on est début du mois février. Il est temps de discuter aussi des sorties. J'essaierai de faire vite, mais il y a des choses sympathiques qui sortent encore ces mois-ci. Mon Dieu, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Bon, on a plein de jeux qui sortent et de moins en moins de matériel disponible pour pouvoir se faire des super PC pour pouvoir y jouer. Hein ? Oui. Merci les gens de l'IA. En plus de nous bouffer l'eau, ils nous empêchent d'avoir du matériel. Allez bien vous faire foutre, vous aussi. Allez hop, ça sera le titre de cet épisode 60. Ce sera allez tous vous faire foutre. Et bonne année. Et bonne année. Et, sauf toi. Et alors, comme ça, on précise pas qui. On précise pas qui, comme ça, c'est la personne qui dit « Oh, c'est bon, moi je vais pas me faire foutre, c'est bien, c'est bon. » Bon, au lieu de dire des bêtises, on va lancer le générique. Hein. S'il y a bien une chose qui, en 11 ans, je n'ai toujours pas appris, et je pense qu'on n'a toujours pas appris à faire, c'est faire des intros courtes. Et arrêter le blabla et le entre-soi que certaines personnes détestent. Qu'ils aillent se faire foutre. Et très franchement, je pense qu'on en avait parlé de ça, de faire un épisode sur du hate, et on va juste prendre des trucs et dire « Alors ça, allez vous faire foutre, ça, allez vous faire foutre pendant une heure. » Ça va être long, quoi. Il faudrait presque faire un épisode sur juste de l'entre-soi, tu vois. Aucune recours, rien. Et ce qui serait bien, c'est de ne pas l'enregistrer. Comme ça, on est vraiment entre ça l'apéro. Non, faut l'enregistrer pour que tout le monde... L'apéro du Capitaine. Ça emmerde tout le monde. Entre soi. Entre nous... Non, alors bon, stop. Non, j'accepte beaucoup de choses, mais non, là, va te faire foutre. Bon, au lieu de raconter des bêtises, on va passer directement sur la déprime avec ton actu, Elodie. Oui, allez, comme ça, on va se débarrasser de ça. Oui, on s'en débarrasse. Moi, la semaine dernière, j'ai enfin terminé la saison 3 de The Bear. Et franchement, je me suis forcée à la finir. Ça a été un calvaire. Et heureusement, les épisodes sont courts. Et encore, non, parce que normalement, le concept, c'est de faire des épisodes de 30 minutes. Et là, il y avait des épisodes de 45 minutes. Donc, c'est triché. En fait, j'ai continué à regarder The Bear. En fait, moins ils ont de trucs à dire, plus ils font long. C'est ça. C'est exactement ça. Mais en fait, j'ai continué à regarder parce que je trouve que visuellement, c'est toujours impeccable. Moi, j'aime beaucoup la photographie. J'aime beaucoup la réalisation.
Je vais Donc dire tu que coupes le là-dessus, son il y a- pendant que tu regardes alors. Voilà, j'aurais dû faire ça. C'était ça l'astuce. J'y ai pas pensé, malheureusement. Mais effectivement, voilà, c'est une série qui sait comment se filmer, mais le problème, c'est qu'au bout de cette saison 3, j'ai vraiment l'impression, et je crois que c'est pas qu'une impression, que The Bear n'a plus grand-chose à raconter. On est toujours dans le bruit, dans le stress permanent. Ça gueule tout le temps, c'est tendu, sauf que, en fait, cette fois, même si, bon, la saison 2, c'était déjà un peu le cas, mais cette fois, j'ai trouvé que ça devenait juste bruyant et anxiogène sans vraie raison narrative. Même si dans la première saison, je comprenais que, ok, bon, c'est un chaos qui sert à peu près le propos, mais là, c'est juste devenu un gimmick, en fait. Voilà, c'est juste être intense pour être intense, et en fait, derrière, l'histoire n'avance pas du tout. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit, bon, bah, ok, là, en fait, on fait quoi concrètement? Parce qu'on tourne en rond depuis un moment. C'est les mêmes conflits qui se répètent à tous les épisodes. Et puis, bah, ça finit par plus me fatiguer qu'autre chose. Et en fait, je trouve que la série se vautre dans l'auto-parodie et qu'il n'y a plus rien en fait à regarder. Alors après, je vais pas tout jeter parce que dans cette saison 3, en fait, il y a 2 épisodes que j'ai beaucoup aimés. C'est les 2 épisodes, alors celui centré sur le personnage de Tina et celui sur Sugar. C'est clairement les 2 meilleurs épisodes de la saison où là, en fait, enfin, on retrouve de l'émotion et de l'humanité. On prend le temps de vraiment approfondir les personnages et il y a vraiment quelque chose à raconter. Et en fait, c'est ça qui m'a rappelé pourquoi j'aimais la série au départ et que ça n'a pas duré très longtemps, quoi. Donc voilà, saison 3, plutôt techniquement irréprochable, mais narrativement à bout de souffle. Comme voilà. Et voilà, 2 épisodes qui sauvent à peu près l'ensemble, mais franchement, c'est vraiment pas la peine de se coltiner toute une saison pour 2 épisodes ok tiers, on va dire. Donc franchement, la saison 4, je suis pas sûre de la regarder, hein, vraiment. Ouais, sauf s'il y a vraiment un gros changement. Ouais, Faut déjà je pense se que je vais taper m'arrêter là, moi. Ouais. Ah bah moi je me suis raté avant, hein. Mais franchement ce que tu me dis là ça me donne pas envie de me... Rappelons que continuer c'est ça. une comédie, hein, à la base. Ah oui. J'ai pas vraiment beaucoup ri. Pas du tout. Oui, non moi je vois pas en quoi c'est une comédie. Ça n'a jamais été une comédie. Ben non. Non, j'ai jamais compris pourquoi il avait mis dans cette catégorie. Parce que c'est court, donc ils sont dit tiens, c'est une comédie. Ah c'est comme ça que ça marche maintenant. Ah bah, moi, c'est la seule interprétation que je vois. Hein. Donc on vous rassure, éjaculateur précoce du monde entier, si c'est court c'est de la comédie. Bah, en général, ça fait rire, quoi. Voilà, bon. Je sais pas, j'ai voulu y aller avec ça non plus, hein, je le dis. Je reprends là après un petit hiatus, je suis plus tout très frais. Mais bon. Est-ce que, ouais, vu le titre, je pense pas que ça va être de la comédie justement, niveau Taroko, Olivier. Ma frère Oui. Si, au contraire, c'est une comédie très drôle. Bon bah alors, parfait. Et c'est même mon petit coup de cœur ciné de ce début d'année. C'est un film qui est réalisé par un tandem de réalisateurs qui s'appelle Lise Akoka et Roman Guéret. Et c'est un film qui raconte l'histoire de 2 jeunes femmes de la cité de la Place des Fêtes dans le 19e arrondissement de Paris, qui s'appellent Shai et Djenaba, qui vont partir encadrer une colonie de vacances dans la Drôme, qui est composée d'enfants qui viennent de la même cité qu'elles. Et sauf que les 2 filles vont pas le faire pour la même raison. Il y a Djenaba qui, elle, veut vraiment devenir éducatrice, qui compte vraiment sur cette colo pour être engagée à la rentrée et pouvoir s'émanciper de sa mère qui est pas très présente dans sa vie. Tandis que Shai, elle, est beaucoup plus nonchalante, elle est un peu turbulente et tout, et elle veut surtout se faire un peu de thunes. Et elle pense que du coup, c'est bien de partir en vacances payées, quoi. Donc ça va être, ça va être tranquille, on lui paye des vacances, elle fout rien, et voilà. C'est une colonie qui est dirigée par Sabrina, qui elle est interprétée par Amel Bent. Alors oui, c'est pour ça elle est entre nous. C'est ça. Et donc voilà, ouais, c'est un choix qui est assez surprenant, mais finalement qui est assez payant parce que vraiment je la trouve dans le film, je la trouve vraiment super et naturelle dans ce rôle. Et dans cette colonie, on retrouve 2 autres animateurs. Pardon, Youssef et Naël, qui ont Naël a la particularité d'être non-genré,
donc qui se situe entre le féminin et le masculin. Et ce qui est bien, c'est que c'est jamais un sujet dans le film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, je crois que c'est Shai, qui pose la question à des gamins pour savoir si c'est un homme ou une femme, et les gamins, en fait, ils en ont rien à secouer. Et du coup, la caractérisation de ce personnage-là est évacuée d'emblée, et c'est très bien comme ça, ce n'est pas du tout un enjeu du film. Donc voilà, donc ma frère, c'est avant tout une comédie sociale. C'est vraiment sous le prisme de l'humour et en même temps avec un discours social. Et c'est vraiment une comédie sociale comme la France en a pas sorti depuis des années, je trouve. En gros, évidemment, on pense à Nos Jours Heureux, le film de Nakache et Toledano qui se passait déjà dans le cadre d'une colonie de vacances. Et c'est un film que j'aime beaucoup voir et revoir, qui me met toujours de bonne humeur et que j'ai trouvé, enfin vraiment, qui est un film que j'aime beaucoup. Mais j'ai trouvé quand même ma frère plus politique, nettement. Mais je l'ai trouvé aussi plus drôle. Et donc c'est pour dire à quel point j'ai trouvé le film vraiment marrant. C'est un film qui est très joyeux, qui veut pas du tout rentrer dans le récit sombre habituel des cités. Et parce qu'en fait, en exilant tout le monde dans la Drôme, il permet de se focaliser sur autre chose que sur la condition sociale de ses protagonistes. Il les change complètement de décor. Donc du coup, le temps de cette colonie, en fait, ces enfants-là, ils deviennent, aux yeux du spectateur, des enfants normaux. Et, euh, et ce qui est vraiment bien, c'est que leur dialogue et tous leurs rôles de chaque enfant est vraiment écrit au cordeau. C'est très juste dans la manière de représenter la fragilité de l'enfance, qui en même temps est couplée à une espèce d'insouciance qui les rend si forts. Pour moi, c'est un film qui est très politique parce que justement, vouloir sortir des clichés de la cité, de montrer que les enfants des cités sont avant tout des enfants, et bah, ça peut paraître bête, mais je trouve ça extrêmement politique. Euh, Parce que c'est des enfants qui, à force de stigmatisation, on finit par oublier que c'est des enfants. Et même eux finissent par l'oublier. Et c'est important de montrer à tout le monde que l'enfance reste une période de la vie qui est finalement très universelle. Et que les comportements, finalement, sont toujours un peu les mêmes, quel que soit le niveau social dans lequel on évolue. Et voilà, donc j'ai rarement vu un film représenter avec autant de soin et de justesse les relations entre les enfants, à la fois dans une violence verbale presque non contrôlée, parce qu'ils se balancent des vannes toutes les 2 secondes, et en même temps dans une spontanéité touchante et vraiment très drôle par moments. Et voilà, je me demande euh, à la fin du film, on se demande, et je me demande encore, euh, quelle est la part de ce qui a été écrit, quelle est la part de ce qui a été improvisé sur le tournage, tant j'ai l'impression en fait que les auteurs, ils ont su vraiment s'approcher au plus près de ce qu'est le quotidien de ces gosses. Il y a des répliques qui sont vraiment très très drôles. J'ai beaucoup ri pendant le film, mais j'ai été aussi beaucoup touché par le comportement de certains enfants et de la relation qui se tisse avec les accompagnements, mais aussi entre les accompagnements entre eux. Donc voilà, c'est vraiment un mélange, c'est tout ce qu'on aime dans la comédie sociale, c'est-à-dire que c'est vraiment un mélange d'émotions et de rire. Et, euh, et là où je trouve que le film touche juste, c'est qu'il représente vraiment une multitude de physiques, une multitude d'enfances. Chaque enfant a un physique différent, une mentalité différente, une histoire différente. Certains sont exubérants, d'autres sont timides, d'autres sont charmeurs, d'autres sont complexés par leur corps, d'autres sont en marge du groupe, d'autres sont leaders. Bref, enfin vraiment, il y a tous les profils et chaque profil est crédible. Et j'ai l'impression qu'en fait, chacun de nous peut identifier son soi enfant avec l'un des enfants du film. Et c'est même assez ludique. Moi, je me suis amusé à piocher un petit peu chez tous ces enfants. Quel enfant moi j'étais. Bon, je me suis reconnu chez l'enfant le plus chelou de la bande, qui vit un peu dans son monde, qui finit par être accepté par tout le monde parce que finalement il n'appartient à aucun groupe, tellement il est en dehors il est dans sa bulle et dans la lune. Mais c'est un enfant qui est assez marrant. Mais il y en a d'autres qui vont s'identifier à d'autres enfants et c'est assez marrant de jouer à ce petit jeu et de se reconnaître
parmi tous ces profils. Et, euh, et voilà, donc je vous parle beaucoup des enfants parce que évidemment ils prennent une place importante dans le film, mais je trouve que le casting des accompagnateurs est vraiment vraiment très bien aussi. J'aime beaucoup la petite qui joue Shai, qui est donc la plus exubérante des deux filles dont je parlais au début, qui est interprétée par Shirley Nataf, qui est vraiment d'un naturel assez stupéfiant. Moi, j'avais un peu peur au début qu'elle soit trop dans la caricature, parce que le film commence à 100 à l'heure, et ouais, je me suis dit, wow, 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 va falloir qu'elle baisse d'un ton à un moment donné, mais en fait, elle déploie une telle sorte d'inconscience. euh, Son personnage et elle en tant qu'actrice, et que du coup ça devient quelque chose de très drôle, totalement en décalage avec la responsabilité qu'elle doit avoir en tant qu'encadrant de colonie scolaire. En fait, son personnage, il est quasiment plus proche en termes de mentalité des enfants qu'elle garde que des autres accompagnants. Et ça, elle le fait très bien. En plus, elle a un espèce de strabisme qui lui donne vraiment un air un peu coquin, un peu espiègle, qui est assez drôle. Euh, Vraiment, je trouve que elle est, ouais, comme je dis, elle est proche des plus proche des enfants, et du coup, à un moment donné, il va falloir qu'elle se rapproche de l'adulte. Et donc, ouais, c'est à travers ce personnage-là, on a un vrai coming of age intéressant, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous ai dit qu'Amel Bent elle était vraiment super. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi bien dans le film. Mais j'ai aussi bien aimé Idir Azougli, qui interprète Youssef, qui lui est un personnage un peu plus en retrait. Finalement, de tous les accompagnants, c'est celui qui est un peu plus en retrait. Mais je le trouve assez touchant parce que c'est un personnage qui a une vraie simplicité, et qui contraste avec... Il a un côté brut, en fait, dans son attitude, dans son physique. Et en fait, il est fondamentalement gentil, fondamentalement simple dans sa manière d'être. Et je trouve que le contraste entre son physique et ce qu'il est réellement dans le film est vraiment intéressant. Bon, bref, je pourrais parler vraiment des heures de ce film parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je vais vous laisser le découvrir, parce que vous allez passer vraiment, je pense, à un super moment de comédie et d'émotion. Et je vous promets que vous allez rire, je vous promets que vous allez pleurer. Et ce sera une vraie bulle d'oxygène dans ce contexte social et politique un peu étouffant. Ça dure qu'1h50. Moi, j'avais eu l'impression que ça durait 1 heure. J'en aurais bien repris un peu. Et, mais voilà, c'est vraiment pile la bonne durée, hyper bien Mhm. écrit. Et ça m'a donné envie de voir le film précédent, de ce tandem de réalisateurs qui s'appelait Les Pires, et qui parlait d'un tournage avec des enfants, encore une fois. Et il paraît que c'était vraiment très bien. Je l'avais loupé au cinéma, mais là, de voir ce film-là m'a donné vraiment envie d'aller jeter un œil sur ce premier film. Voilà. Ok, bon, après, pour pouvoir trouver des séances, en tout cas en Belgique, c'est un peu compliqué Ouais. de ce que je vois. En France, l'avantage, c'est qu'il bénéficie d'un très très bon bouche à oreille. Donc, Ouais. je pense qu'il va rester un peu encore à l'affiche, mais essayez d'y aller rapidement parce que justement, ça va permettre au film de rester encore plus longtemps Mhm. à l'affiche. Ouais, donc ma frère, effectivement, ça a l'air bien bien sympathique, mais je pense que moi, si je le vois, ce sera en VOD. Probablement, ouais. Je Parce que sais là, pas si. ouais, Ouais. non, je regardais un peu les séances autour. C'est un peu compliqué au point de te dire, il faudrait peut-être aller à la frontière française, quoi, pour le voir. Ouais, peut-être. Voilà. Probablement, ouais. Après, j'espère il va être diffusé quand même en Belgique et dans plein de pays Ah, mais francophones parce que. il est diffusé en Belgique, hein, mais Mais très peu, quoi. Ouais. dans des cinémas un peu plus confidentiels, on va dire, D'accord. et éparpillés. Voilà. Bah, j'espère que le bouche à oreille va faire en sorte Bah, ouais. C'est vrai que ça qu'il pourrait soit changer un peu mieux diffusé. contre des films comme Chasse gardée 2, par exemple. Euh, Ouais. Après, je dis ça totalement au hasard, hein, Ah, j'avoue que voilà. En parlant de sortie, de mon côté, moi j'ai rapidement les sorties jeux vidéo de ce mois de février, et on ne va pas être tranquille longtemps, parce qu'il faut savoir déjà que on doit retenir comme grosse sortie ce mois-ci, il y a le nouveau Resident Evil Requiem qui arrive en fin de mois.
donc le 27 février sur PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2, etc. etc. Petit truc qui moi me fait rire, c'est que comme je l'avais pris en accès anticipé, je me suis dit, il est déjà sorti, qu'est-ce qu'il raconte? Bon là c'est la 1.0 qui sort pour Lesara Summit Kingdom, qui est un jeu de gestion stratégie city builder sur des à flanc de montagne niveau Himalaya avec des personnages un peu mélangés dans le côté tibétain. Enfin voilà, donc c'est assez spécial comme jeu de stratégie, de gestion surtout. On a, et hop, je reprends ma liste parce que je viens de la perdre. On a le 10, donc c'est-à-dire mercredi, si je me trompe pas, sur PC et Xbox. On a un studio sud-africain, c'est rare pour le noter, qui prépare Relooted, qui est un jeu de braquage afro-futuriste dans lequel on dévalise des musées occidentaux pour prendre les reliques à leur pays d'origine. Voilà, pour le rendre à leur pays d'origine. J'ai découvert ce pitch juste avant de venir au podcast. Et effectivement, je pense que Emmanuel Macron va faire un... Ah, bah, il va encore dire « Ah, j'ai encore été mal compris. » Ah, pauvre loulou. Va mettre tes lunettes et cache-toi. Je pense qu'il va faire un AVC en voyant ça. Ah, c'est ça. On a aussi des autres jeux comme Ion Life 2 qui arrive le 13 février, qui est un FPS où vos flingues se foutent de votre gueule tout au long. Derrière, il y avait des co-créateurs de Rick and Morty, notamment Justin Roiland, mais il a quitté le studio parce que bon, bah, il a des casseroles au cul, ce mec, et pas que des casseroles. On a aussi donc Chrysal Theaters of Idols, un FPS horrifique inspiré par pas mal de légendes hispaniques. On a Mewgenix, qui est un jeu de tactical RPG par le créateur des Isaac, donc Binding of Isaac. Donc voilà, c'est un jeu un peu gore, un peu sympa. On a du Yakuza qui sort. On a surtout Romeo is a Dead Man, le dernier jeu de Suda Goichi. Ils ont spoilé la fin de la pièce. Pardon ? Ils ont spoilé la fin de la pièce. Exactement. Et on incarne un flic qui traverse le temps et qui est donc nommé Deadman. Et c'est la rencontre entre le film, l'action gore, Jet Li et tout un tas de choses. On a aussi Reanimal, donc les créateurs de Little Nightmares, qui en fait, on leur a enlevé leur licence, mais ils refont la même chose sous un autre nom, dans un autre studio. On a du Mario Tennis Fever qui sort aussi le 12 février sur Switch 2. Donc on a un peu de jeux de sport. Donc vous voyez, et encore là, je ne fais que citer quelques noms. La liste est quand même déjà très longue. Et si on va chercher du côté de l'indé pur jus, on a encore de belles pépites qui arrivent. Mais bon, là, ça pourrait prendre un épisode entier. Et je ne vais pas le faire, je vous rassure. Sinon, de mon côté, niveau récap, j'ai écouté 2 livres audio ces derniers temps. Roman Fleuve, dont tu avais parlé, Elodie. Ouais, tu l'as fini ? Je l'ai fini, mais en même temps, ça allait assez vite, 5h30 d'écoute. C'est très rapide. C'est un petit bouquin. J'avais l'impression, quand il parlait, d'entendre des paroles de chansons de Philippe Catherine. C'est vrai qu'il y a un peu ça. Il y a un phrasé très spécifique, il y a un univers assez barré. Et comme tu disais, voilà, ça se suit très très bien. Il faut être quand même concentré parce que si tu as le malheur d'avoir l'esprit qui vagabonde de 5 secondes, tu dis de quoi il parle. Oui, tu peux louper un truc complètement improbable. Ah ouais, faut être voilà, chose qui n'arrive pas forcément quand tu lis le livre papier, mais en audio, ça peut arriver. Tu es en train de marcher, puis t'as un truc qui t'occupe l'esprit. Je recule un petit peu et je réécoute. Je pense que ça doit être hyper agréable aussi à écouter en audio. Surtout que c'était lui qui lisait.
Ah ouais, C'est mais je Philibert trouve qu'il y a, Hume. dans l'écriture, il y a un truc vachement mélodieux. Donc moi je l'ai lu, mais je pense à écouter, ça doit être sympa. Mais ça l'était aussi. C'est pour ça que je te parle de Philippe Catherine. Tu vois, il y a un côté un peu chanson Ouais. par moment. J'ai aussi écouté parce que ça faisait partie de l'abonnement Audible Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Bah, juste parce qu'en fait, donc, dans l'abonnement Audible, il y a des livres qui sont compris dedans, donc on peut écouter voilà, à tout moment. J'ai cherché des choses un peu pour continuer mes balades. Je suis tombé sur pas mal de choses qui étaient pas très intéressantes et souvent très mal lues. Par contre, celui-là, bah, ça me parlait. Hein. En gros, c'est un livre de Noël, façon téléfilm de Noël, avec tous les bons sentiments, etc. Mais pas trop dégoulinant comme j'en ai déjà pu écouter. Et puis surtout, la lectrice rendrait ça tout agréable. Sinon, j'ai aussi regardé le pilote de The Fall and Rise of Reggie Jenkins. Donc ça, c'est la dernière sitcom sur NBC de Robert Carlock avec Tracy Morgan, mais aussi Daniel Radcliffe dedans, où on parle, c'est un documentaire sur une ancienne gloire de la NFL qui s'est bien cassé la gueule et sur qui on réalise un documentaire pour essayer d'un petit peu redorer le blason, mais c'est une équipe de bras cassés et Daniel Radcliffe est absolument génial dedans. Et puis en plus de ça, il y a Bobby Moynihan dedans. Et moi, dès qu'il y a une série avec lui, je fonce parce qu'il est beaucoup trop rare. Et, voilà. Et puis Tracy Morgan, moi j'aime beaucoup. Et puis, ouais, on sent bien la patte 30 Rock et ce genre de choses. Beaucoup d'humour visuel, des jeux de mots dans tous les sens. Voilà, c'est arrivé. Le premier épisode est arrivé, je crois, c'était mi-janvier. Et le deuxième doit arriver d'ici 2 semaines. Donc, bah, voilà, j'attends la suite avec impatience. J'ai aussi découvert, je pense qu'en fait vous le connaissez peut-être, mais Marc Labrèche, qui est notamment l'acteur dans Le cœur a ses raisons, qui sur sa chaîne YouTube met des parodies d'un peu tout et n'importe quoi, dont une qui m'a fait mais alors pleurer de rire, qui s'appelle Des astres et des hommes avec Mamdiel Minou. Et en gros, c'est un horoscope présenté par une personne absolument fantasque et très portée sur le cul et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et j'ai trouvé ça assez drôle et décalé. Mais en tout cas, la chaîne YouTube de Marc Labrèche, bah, je vous la conseille. Hein, si Je vous savais pas aimez, qu'il avait une chaîne YouTube. ben voilà. Tu pourras Voilà. aller voir des sketchs qui durent 5-10 minutes et où c'est à pleurer de rire. C'est vraiment très très drôle et vraiment très bien réalisé. Et pourtant très simple la plupart du temps dans la réalisation. Et sinon, le dernier point, juste avant, ben voilà, comme ça vous le savez, juste avant l'épisode, j'hésitais entre lui et autre chose pour ma recommandation, mais Night Club, donc avec un K comme un chevalier, la BD de Arthur Depin qui est sortie donc en début décembre et qui nous parle, et je vais finir par aller disputer des enfants juste après, qui nous parle en fait d'une histoire de bande de mercenaires regroupés par une Séraphine qui est comment dire, une faiseuse d'armes et de boucliers qui a besoin qu'on défende son village, et elle va chercher un peu des mercenaires pour le faire. Et ça se passe en plein pendant les croisades au XIIe siècle. Et donc dans un pays d'Afrique, c'est pas vraiment tout à fait précisé, donc il y a quelques libertés niveau historique bien entendu, mais c'est un mélange à la fois de franco-belge, de manga, de comics, même si c'est fixe, le style de Arthur Depin fait qu'on a l'impression d'avoir vraiment une espèce de dessin animé, tellement même dans les combats, on a de la chorégraphie, on a de l'humour, on a des planches qui vont changer un peu de style graphique, comme on pourrait le voir par exemple dans les derniers Spider-Man. C'est absolument magnifique. Je vais juste en profiter. Je ne le fais pas en général pour ça, mais là j'ai pris quelques images. Si je les retrouve, elles sont où? C'est lesquelles? Ouais, c'est là. Déjà la couverture, si je vais même l'ouvrir, elle est magnifique. Ah oui, j'aime beaucoup.
Voilà, avec son style fait sous Illustrator, hein, c'est du dessin vectoriel, ça c'est sa patte. On le reconnaît bien, et donc on a tous ces chevaliers-là qui nous font des petites bagarres et des blagues à la fois très adultes, il y a du très très gore aussi, faut quand même le préciser. Et puis on se retrouve parfois avec des images comme celle-ci. Voilà, quand je parle de C'est de chorégraphie, toute beauté. quand je parle de chorégraphie dans les combats, voilà, ça a beau être statique. Je trouve qu'il y a du mouvement qui se dégage clairement de tout ça. Enfin voilà, c'est pour moi, voilà, c'est une belle découverte. C'est un beau bébé de 200 pages. C'est le tome 1 sur 2. Donc voilà, moi j'attends avec impatience la suite. Je n'ai pas vu la date. Et sinon, dernière comme ça, pour la route, s'il veut bien, et il veut plus, s'il veut bien, c'est celui-là. Voilà, quand je vous dis qu'on a un peu de tous les styles, dans tous les sens, voilà. On passe un temps fou à regarder les détails qu'il peut y avoir, et encore là, on est sur des plans serrés sur les personnages, mais quand il fait des paysages, on regarde les petits détails ça et là. Et donc, voilà. C'est une mini-reco dans mes non-recos, dans mon récap. Mais du coup, en parlant de reco, c'est à ton tour, Elodie. Oui. Eh bien, cette semaine, je vais vous parler jeu vidéo. Un jeu qui s'appelle Thank Goodness You're Here. Et déjà, rien que le titre, on sait qu'on va pas être face à quelque chose de tout à fait normal. C'est un jeu indé développé par Callstopper et édité par Panic. Et honnêtement, si je devais vous le vendre en une phrase très sérieuse et professionnelle, je dirais que c'est un dessin animé britannique absurde, mais jouable. Voilà, fin de la chronique. Merci, au revoir. Non, je vais évidemment développer un peu, mais en gros, c'est ça. Thank Goodness You're Mais Here. tu n'aurais pas tort, effectivement. Ben oui, c'est difficile à décrire. C'est comme ça mais, qu'il était vendu en plus. Oui, c'est vrai. En fait, on incarne un petit personnage tout rond qui n'a pas de nom, qui n'a pas de background, qui n'a pas vraiment d'objectif clair. En gros, on débarque dans une ville anglaise complètement fictive. Et avant même qu'on comprenne vraiment ce qu'on fait là, enfin il y a une petite histoire au début, mais franchement on s'en fout. Quand on arrive, on a quelqu'un qui nous interpelle et qui nous dit avec un enthousiasme suspect "Oh, thank goodness you're here!" Et en fait, voilà, à partir de là, ça va être ça en boucle, puisque chaque habitant de la ville a un problème. Mais attention, c'est pas un problème du genre le monde est en danger, tu es un héros, tu vas le sauver. Non, c'est que des problèmes absolument idiots. Par exemple, quelqu'un est coincé dans un endroit improbable, quelqu'un a un souci de plomberie qu'il vaut mieux ne pas trop analyser, quelqu'un a juste pris une très mauvaise décision dans sa vie et a besoin que tu tapes des trucs pour arranger ça. Puisqu'en général, la solution, c'est ça, il faut taper sur des trucs. Ce qui me va très bien. Hein. Si la vie pouvait être comme ça, genre t'as un problème, tu tapes dessus, il n'y a plus de problème. Très bien. Bon, c'est un peu comme ça que je règle tous mes problèmes. C'est pour ça que je Mais suis ça ne marche actuellement en prison. mais ça ne marche pas. C'est bien dommage. En fait, le jeu ne nous explique quasiment rien. Il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de texte inutile, il n'y a quasiment pas de texte d'ailleurs. En fait, on se déplace, on peut sauter, on peut interagir. Et quand je dis interagir, c'est surtout taper sur des trucs. Et puis, on observe le chaos se dérouler sous nos yeux. En fait, le gameplay est volontairement ultra simple. On va pas se mentir, c'est pas un jeu qu'on lance pour ses mécaniques profondes ou ses combats millimétrés. Mais en fait, c'est pas un jeu qui essaye de faire semblant d'être un énorme jeu avec une profondeur incroyable. Non, en fait, le gameplay, il est là juste pour servir l'humour. Et c'est tout ce qu'on lui demande, c'est parfait. Parce que, en fait, ce jeu, c'est une masterclass d'humour british. Mais vraiment le genre de British un peu mal à l'aise, quoi. Un peu cringe, un peu celui qui nous fait rire parce que les gens sont bizarres, parce que les situations durent beaucoup plus longtemps que ce qu'elles ne devraient, parce que quelqu'un s'est dit une phrase absurdement sérieuse dans un contexte totalement débile. Il y a beaucoup de non-sens, il y a beaucoup de silence gênant. Et il y a beaucoup de moments où on se dit non, on peut pas faire ça. Et si, ils l'ont fait. Voilà, mention spéciale à la mission avec la vache. Je crois que j'ai chialé de rire à ce moment-là. Visuellement aussi, le jeu est une vraie réussite parce que
Je sais pas trop comment vous décrire, mais effectivement, regardez l'image si vous nous regardez en Technicolor. Les personnages sont un peu tous écrasés, ils sont un peu tordus, mais ils sont très expressifs. Les décors, ils ont un petit côté peint à la main, très cartoon, et tout est très vivant. Même ce qui n'est pas censé être vivant est vivant. Des fois, c'est un problème. Il y a toujours un personnage qui gesticule, il y a toujours un détail complètement absurde en arrière-plan, il y a toujours un élément du décor qui devient soudainement important pour une raison complètement stupide. Et en fait, c'est le genre de jeu où on rigole parfois sans rien faire. Et honnêtement, c'est assez rare pour le souligner. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le rythme. Parce que le jeu est assez court et c'est absolument pas un défaut parce qu'il essaie jamais de tirer sur la corde. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de gags. Et puis, une fois qu'on a fait le tour, c'est fini. Et en vrai, c'est pas plus mal. Il n'y a pas de remplissage. C'est une qualité parce que je pense que si ça avait été beaucoup plus long, au bout d'un moment, on aurait eu un trop-plein. Bon, ça aurait été lourd, quoi. Mais non, là, c'est juste ce qu'il faut. Je pense que je l'ai fini en à peu près 2 heures. C'est Ah vraiment oui, le c'est genre vraiment de... très court. Ouais, c'est très, très... En fait, c'est Ouais, parce mais que tu peux te balader, quoi. Ouais, c'est ça. Ça dépend si tu le fais en ligne droite ou pas. Mais ça sera pas vraiment très très long de toute façon. Mais c'est suffisamment bien rythmé pour que tu te dises, ouais, en fait, c'est très bien comme ça, quoi. Quand tu le dis, il en fait pas trop. Ouais, c'est ça. Parce que il y a une mission qui est très, très redondante. À un moment donné, vous allez devoir passer par un conduit de cheminée. Et en fait, ce truc-là, vous allez le refaire, mais je sais pas, 5 ou 6 fois. Et tu te dis, en fait, ils ont trouvé l'exact moment où c'est bon, faut arrêter. Parce que une fois, c'est drôle. 2 fois, c'est très drôle. Le comique de répétition, ça me fait beaucoup rire. Et ça aurait pu être très gavant au bout d'un moment. Mais en fait, à chaque fois, il y a toujours ce petit truc-là qui vient te rechoper. Et une fois que tu dis, bon, là, c'est bon, j'ai eu ma dose, et oui, le jeu, il a trouvé que là aussi, tu avais eu ta dose, donc il arrête. C'est vraiment... en fait, le rythme est pas parfaitement maîtrisé. Donc voilà, si vous aimez les jeux qui assument être un peu bizarres, mais qui mettent l'écriture et le ton au premier plan, si vous voulez vous faire une bonne tranche de rigolade, eh bien vous allez passer un très bon moment. C'est effectivement un jeu qui plaira pas à tout le monde parce que c'est un humour très particulier, mais si vous aimez l'humour british un peu dégénéré. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, c'est disponible à peu près partout. C'est vraiment pas cher. J'ai pas chopé le prix, ça fait un petit moment. C'est 18 € en fait. En fait, je suis désolé à dire ça, hein, il est très très bien le jeu. Mais attendez qu'il soit en solde. Oui, parce qu'il est vraiment très court, c'est vrai. Bah ouais, quand tu regardes un peu sur 18 € pour un petit jeu, c'est un peu. Bah, Ouais, ça, c'est vrai. ça, Mais je crois en que c'est parce que moi je l'ai pas en fait je l'ai acheté juste quand il est sorti donc il était en solde. ouais, t'avais peut-être les 10%, mais malgré tout, Ouais. au-dessus de 10 €, je dis pas qu'il les vaut pas, mais ça peut être un frein supplémentaire, surtout que, voilà, ouais, 2 heures. Il n'y a ouais, pas de sans- rejouabilité quoi, Non, c'est non, un peu non. linéaire. Même en Une fois qu'on a complétionniste, fini, on a fini quoi. même en complétionniste, selon le site How Long to Beat, on est sur du 4 heures, hein, donc, Ouais, oui, en mais là tirant faut sur la vraiment corde, on est vouloir 4 parce heures. que Ouais, c'est ça. Faut vraiment, vraiment le vouloir. Et il y a aucune rejouabilité du tout, hein. Ça, c'est clair. Mais non, après, mais je le vous jeu. garantis que vous allez bien rire quand même. Voilà. C'est ça. Et ouais, je sais pas si. Désolé, j'ai un petit trou. Tu l'as pas précisé s'il était traduit, il est traduit en français, mais pas les voix. Oui, mais en même temps ça parle enfin je crois que c'est pas très grave si on comprend Oui, mais pas quand bien on ce parle de qui se l'humour passe. anglais, on s'attend à toi que ce soit que écrit en anglais, etc., ou que la traduction soit Oui, moins c'est bonne, vrai. voilà. Mais ce n'est Non, pas un frein non plus. oui, non, c'est vrai, c'est traduit, j'ai oublié. Non, mais en fait, j'ai préparé ma chronique il y a un petit moment parce que ça fait un petit moment que je suis pas venue. Mais mais c'est vrai que en fait, c'est pas tant de l'humour par le dialogue, c'est vraiment du comique, du situation, c'est très cartoon quoi. Ouais, clairement. Et alors, on vous dit tout de suite, hein, si vous allez sur Steam et que vous voulez voir la page Il faut accepter, qui est du contenu à caractère nudité sexuelle. Oui. Que vous voyez l'image que je montre là pour l'instant sur le live, tu te dis, Mais c'est ah très ouais, mignon. ouais. Enfin bref. Donc voilà, Thank Goodness You're Here. Ouais, effectivement, c'est
petite expérience très très sympathique. Moi, j'adore les jeux à la con comme ça. Ouais. C'est mes préférés. Bah ouais, en même temps, en plus ça, ils sont faciles à terminer. Oui, alors ça, c'est sûr. Hein, c'est voilà, ils mettent pas trop de temps à se terminer, c'est ça qui est bien aussi. Oui. Voilà, Ouais, c'est bien, moi j'aime bien. Bah oui. Ah, mais là, je me suis fait une session avec que des jeux qui, maximum, se terminent en 5 heures. Tu vois, tu te passes une bonne après-midi dessus, mais après, c'est fini. Moi, ça me va très bien. Tant que tu fais pas la même erreur que moi de tomber dans un jeu où en fait il y a pas de fin Oui, bon, bah non, mais tu cherches aussi. et où j'ai dépassé les 200 heures, donc bon, Oh là là. voilà. Et encore, je suis petit joueur à côté, à chaque fois. Et à chaque fois que ça bouge, je me dis, ah, j'ai quand même dépassé les 200 heures. Ah, 200, ouf, je suis au-delà de 400 moi, alors oh, Bon, bah, ça va alors. ah bah ça va, alors j'ai encore de la marge. Euh, Bon, par contre, de ton côté, Olivier, niveau récap, tu avais Oui, donc du cinéma, mais pas oui, que. parce que j'ai eu la possibilité d'aller voir l'avant-première du film Hurlevent qui sort mercredi. Ouais, c'est ça, c'est cette semaine. Voilà. Donc c'est un film qui est assez attendu. Alors pour ceux qui attendent une adaptation fidèle, sombre et torturée du film d'Emily Brontë, ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont rester sur leur faim, voire ils vont détester le film. Faut totalement oublier le film d'origine. Faut se détourner un petit peu de l'image qu'on a des Hauts de Hurlevent, qui est un bouquin quand même très connu. Et en fait, il faut plus imaginer le film dans le style un peu baroque grotesque des films de Baz Luhrmann ou Joe Wright. Et d'ailleurs, la réalisatrice Emerald Fennell avait joué dans le Anna Karenine de Joe Wright, qui était déjà une vision pas du tout conforme du roman de Tolstoï, mais qui était qui était un film que j'aime beaucoup, qui était un exercice de style baroque, qui était assez surprenant, très 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 cinématographique avec des plans incroyables. Euh, et bah en fait c'est la même chose ici, quoi. On n'est pas du tout dans la, le côté torturé d'Emily Brontë, dans cette simplicité mélancolique de l'autrice anglaise. On est dans quelque chose de beaucoup plus épais, il y a beaucoup d'humour, ce qui est assez surprenant parce que dès les premières secondes du film, il y a un truc un peu drôle. Donc déjà, tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est un film qui frôle sciemment le ridicule, qui pousse tous les potards à fond. Mais au milieu de ce chaos de too much, je trouve qu'il y a quand même des sacrées séquences de cinéma. Il y a beaucoup d'images qui s'impriment dans la rétine. Et de ce chaos, bah, bizarrement, il y a de l'émotion qui naît au moment où il faut qu'elle naisse. C'est un peu à la manière d'un Moulin Rouge de Baz Luhrmann, quoi. Si on aime le film, il y a un moment donné où il y a une émotion qui se crée. Moi, personnellement, c'est un film qui m'a... Je suis plutôt client de cette forme-là. C'est un film qui m'a plutôt conquis, même si je trouve le film quand même malgré tout en dessous de ses références. Mais j'ai quand même passé un moment ciné avec des vraies intentions, avec un vrai point de vue, avec quelques séquences. Il y a des moments qui sont assez magiques quand même, où en fait il y a quelque chose de vrai qui sort de quelque chose de complètement faux. Donc moi je trouve ça, j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a un côté fake. C'est du cinéma. Euh, je pense que ça laissera vraiment à la porte certains d'entre vous, même pas mal d'entre vous. Mais parce qu'en fait, si tu rentres pas dans le délire, bah je pense que ça peut être très très long comme séance, ou alors très drôle si tu as beaucoup d'humour. Mais voilà, donc vous attendez pas à voir une copie du livre, c'est totalement différent, c'est qu'une toute petite partie du livre et c'est une tonalité complètement différente. Moi j'ai beaucoup aimé, mais voilà, si on déteste Baz Luhrmann, si on déteste Joe Wright, bah faut pas y aller, quoi. Sinon ça va être très long. Donc voilà pour le cinéma. Sinon, quelques jours plus tard, je suis allé voir Desdemonas à la Marbrerie à Montreuil. C'est un groupe. En fait, j'y allais
essentiellement pour la première partie qui était Dion Ludaden, qui est un groupe de punk néo-zélandais que j'aime bien. Et du coup, je suis resté pour le programme principal. Et c'était Desdemonas, qui est un groupe de rock plutôt garage, même s'il mélange plusieurs genres. C'est un groupe qui vient de Washington DC. Et il se trouve que j'ai beaucoup aimé. Alors, ils ont deux visages, parce que du coup, j'ai acheté leur album, leur vinyle sur place, et je me suis aperçu en écoutant le vinyle qu'en fait, sur scène, il y avait un côté très Doors, avec un orgue électronique qui est très mis en avant, mais qui en fait disparaît dans la version studio. Une version studio et qui est beaucoup plus brute, beaucoup plus sale, avec une voix trafiquée qui lui donne un côté un peu primitif. Euh, pour vous dire, depuis la sortie de leur album apocalyptique Boom Boom, alors déjà on voit le côté un peu brut et rien que dans le titre. J'aime beaucoup le titre. Il y a quand même Iggy Pop qui crie partout que c'est son groupe actuel préféré. Donc c'est bon, moi qui suis un grand fan d'Iggy Pop, c'est quand même une bonne référence. Et ça m'étonne pas du tout qu'il aime ça parce qu'on est vraiment dans un son qui est assez similaire au son des Stooges et notamment de I Don't Wanna Be Your Dog avec cette espèce d'énergie brute avec des paroles qui sont plus assénées comme des incantations que réellement chantées. Donc voilà, il y a vraiment un double visage entre la scène et qui est beaucoup plus dansante finalement que le studio. Mais globalement, moi j'aime bien quand ils sont dans les deux styles et je trouve que c'est une belle découverte. Donc allez jeter une oreille aussi sur Dion Ludanen si vous connaissez pas, si vous aimez le punk, c'est plutôt cool. Et donc Desdemonas, les deux sont sur les plateformes. Les deux sont pas très populaires, genre il y a 9000 écoutes mensuelles pour ces deux groupes-là, donc c'est pas des énormes groupes, mais c'est plutôt chouette à écouter quand même. Et sinon, hier soir, j'ai terminé la saison 3 de Ghost, donc qui est une série qui est disponible sur TF1+. Et sur Donc Netflix la version... chez nous aussi. Ouais, alors nous sur Netflix, il n'y a que la saison 1 de la version US. Donc moi je vous Ok. parle de la version US, j'ai pas encore vu la version UK, qui était la version d'origine. Et j'ai regardé un épisode de la version française qui m'a pas passionné plus que ça. Ouais, j'ai bien aimé, moi. Franchement, pour avoir vu toutes les versions, la version UK, bon, l'original, je la trouve assez insipide, personnellement. La version américaine, j'aime beaucoup les deux, le couple. Et la version française, je m'attendais à pire, en fait, finalement. Donc, Ouais, moi ça m'a pas. Bon, du coup, j'ai préféré continuer à regarder la version US. Et je trouve que c'est vraiment une série qui s'améliore de saison en saison. Et je trouve que dans cette saison 3, ils ont trouvé un vrai rythme. Et en fait, il se trouvait que l'actrice principale avait une grossesse à ce moment-là. Du coup, les scénaristes ont été forcés de trouver des stratagèmes pour la mettre un peu de côté, pour la mettre moins en avant dans les épisodes. Et je trouve que du coup, ils se sont intéressés un peu plus en détail aux autres personnages et je trouve que c'est vraiment tant mieux. mhm. Je trouve qu'il y a les vannes fonctionnent de plus en plus, sont de plus en plus efficaces. Ils sont attachants, ces fantômes, vraiment. Ouais, c'est ça, je trouve que et du coup comme on se focalise un peu plus sur eux dans cette saison 3, je trouve que du coup on s'attache encore plus à eux et maintenant dès que je lance un épisode, j'ai l'impression de rentrer un peu dans la famille quoi. Je trouve ça vraiment cool. J'aime beaucoup le personnage du mec dans le couple qui s'appelle Jay parce que en fait lui il ne voit pas les fantômes. Donc la plupart du temps, il est obligé de jouer comme si il ne voyait pas ce qui se passait. Et du coup, ça lui fait quand même des têtes qui sont assez drôles parce que il se passe plein de trucs dans la scène et T'as lui, l'impression qu'il est impose, en fait. Un peu. c'est ça, lui, il est stoïque, Ouais. il comprend absolument pas qu'il se passe des trucs autour de lui. Mm. Et d'un coup, il balance un truc qui n'a rien à voir avec ce qui se passe parce que du coup, lui, il ne sait absolument pas ce qui est en train de se jouer dans la scène. Donc, je trouve qu'il y a un vrai décalage et qu'il le fait très bien et c'est assez marrant. Mm. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne sitcom bien sympa avec des super Ouais. personnages qu'on apprend à aimer. Et voilà, moi je vais enchaîner sur la saison 4 qui n'est pas disponible en France, on ne sait pas pourquoi. Donc pour l'instant, il n'y a que les 3 premières saisons qui sont
disponible sur TF1+. Mais bon, ça fait déjà pas mal d'épisodes à regarder. Oh. Et on ne sait pas pourquoi il y a juste la saison 1 sur Netflix. Enfin bon, cette diffusion n'a aucun sens. Les droits, hein, toujours. Hein, oui, j'imagine. Mais pourquoi une saison sur Netflix, les 3 premières saisons sur TF1+. Enfin, bon, donc j'espère que vous allez vous y mettre et que d'ici le moment où vous allez finir la 3e saison, et la 4e et la 5e seront disponibles. Ouais. Bon, moi je veux pas attendre. Je vous cache pas que je vais aller voir mon ami IPTV et puis je vais continuer. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien, mais j'en ai rien à foutre. Oui, mais ça j'ai compris. C'est le thème de ce soir, attention. Je vais vraiment finir par changer le titre de l'épisode en fait, on en a rien à foutre. Enjoy. Allez vous faire foutre. Allez vous faire... C'est l'épisode présenté par Cartman. Allez vous faire foutre. Et je rentre à ma maison. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. On va demander à Christophe Lemoine de nous faire une petite enregistrement. Sinon, on va terminer avec ma recommandation de cette semaine, qui est musicale, donc du coup, qui est donc le 4e album studio de Carnival, un groupe de métal progressif australien. Un album qui s'appelle In Verses. Et donc, je vais essayer de passer un truc, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une vidéo YouTube, ça pourrait passer. Ça donne un peu l'idée. Ça passe, on entend, c'est bon. We all see what's going on, more trouble up ahead. A caution for lessons we've learned. Are we ever gonna see the side of reason? Let blinded by... Voilà, je pense que ça s'est entendu. Je vais pas en mettre plus, parce que sinon, on va avoir des problèmes. Donc Carnival, c'est un artiste que j'avais vu il y a déjà pas mal d'années à l'ancienne Belgique, à Bruxelles. Il y a pas mal d'années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a autant d'années quasiment qui ont eu d'écart entre l'album 3, donc Asymétrie, et celui-ci, c'est-à-dire 13 ans. Voilà, 13 ans d'écart. Il y a eu pas mal de choses, des albums commencés, si j'ai bien compris c'était un peu le chaos, mais ils aiment bien chercher de prendre le temps. Puis il y a eu la pandémie qui a pas aidé. On a eu des petits singles ça et là, mais il y avait rien de vraiment précis. Et puis d'un coup l'année dernière, le côté marketing, on va dire, s'est réveillé. On est toujours là, on a quelque chose pour vous l'année prochaine. Et puis après, à un moment donné, on a eu l'information de au fait, le nouvel album, c'est le 6 février. Paf. Et bon, moi, j'étais tout fou. Je me dis, c'est cool. Et en même temps, j'étais tout effrayé parce que 13 ans d'attente entre 2 albums. Ils ont fait une Ginzu, quoi. Oui, voilà, c'est un peu ça. J'avais un peu peur d'avoir un truc un peu pété ou décevant, et non, pas du tout. Mais non, parce que à la première écoute, c'était ok, ça va être mon album de l'année. Et donc là, ça fait déjà, je suis déjà à 6 écoutes et demie, parce que c'est un album qui gagne en s'écoutant de plus en plus, parce que c'est un album qui, tous les morceaux ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner, vraiment. Il y a une complétion dans tout ça, une complexité que j'aime vraiment beaucoup, et je le trouve beaucoup plus introspectif, beaucoup plus brut que les 3 premiers qui étaient très 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 bons déjà à l'époque, mais là on a quelque chose qui va 15 niveaux au-dessus de ce qu'ils avaient fait jusque-là. La voix de Ian Kenny, comme vous avez pu l'entendre, elle est un peu spéciale, c'est une signature. Tu reconnais, dans son phrasé, il y a quelque chose qui fonctionne, tout comme au niveau de la guitare, de la basse et même de la batterie. Ils aiment bien les dissonances, ils aiment bien les arythmies. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu, parfois un peu difficile à entrer dedans quand on connaît pas le groupe. Mais une fois qu'on a compris comment ça marchait, en fait, c'est difficile d'aller écouter des choses un peu plus simples par après. On n'est pas non plus dans
l'ultra progressif, mais on est dans un mélange, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, un mélange entre Deftones et Tool. Voilà. Bonne référence. Donc il y a le côté atmosphérique, voilà, il n'y a pas la voix de Chino Moreno, hein, c'est un autre type de voix, mais vraiment il y a un mélange de tout ça dans cet univers. Et là on a vraiment un album qui raconte quelque chose, qui est dense et qui mérite nous avoir fait attendre pendant 13 ans. Donc voilà, moi Inverses, si vous aimez le prog rock metal, allez-y, foncez, même si vous ne connaissez pas le groupe. Commencez par celui-là pour un peu les connaître. Et puis après, vous pouvez écouter les 3 autres albums qui seront peut-être un peu plus simples d'accès, mais au moins vous aurez une vision complète de leur univers qui est très 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 spécial. D'ailleurs, quand je l'avais vu en concert donc à l'ancienne Belgique, c'était la première fois qu'il venait, c'était donc en 2012-2013, et on était tellement proches qu'en fait le niveau de la scène, on pouvait monter dessus. La salle était faite qu'en gros il n'y avait pas de différents niveaux, on était vraiment très très proches. Malheureusement l'ingé son là-bas avait un peu merdé certaines balances, donc la voix avait tendance à être un peu plus basse, mais il était en tout cas Ian Kenny était totalement en transe, et c'était vraiment une expérience autant que cet album là en fait. Donc voilà, moi je vous conseille Carnival Inverses. Donc on va aller jeter une oreille. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que j'en parle, déjà en général le nom du groupe fait rire, parce que voilà, c'est un nom un peu spécial. Mais je connais pas beaucoup de monde autour de moi qui connaissent le groupe. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas le groupe le plus connu du monde. Mais t'as raison, faut propager la bonne parole. Mais il faut aller écouter ça, vous allez voir, ça fait du bien aux oreilles. Voilà, on a fini cet épisode. Donc on rappelle Thank Goodness You're Here, donc en jeu vidéo. On avait Ma Frère donc au cinéma pour la reco, donc Carnival Inverses, et plein d'autres choses à regarder, à écouter, à lire. Voilà, de quoi faire jusqu'à la semaine prochaine. Je pense qu'il y a de quoi faire, oui. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous deux de m'avoir accompagné pour cet épisode. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine pleine de culture, hein, parce que ça permet de s'évader, et en ce moment, on en a bien besoin. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à peu près à la même heure, sur Twitch, si Twitch veut bien fonctionner. Si les dieux de Twitch sont avec nous. Exactement. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne tout ça, et surtout... Bon Jovi! Je t'ai vu chanter, hein.